Et alors, je me souviens bien d'un matin à l'hôtel des Amitiés de Pékin, de Beijing, je crois. Oui, c'était à Beijing. Où, à l'aube, il y avait des gens qui faisaient de la gymnastique chinoise, tu vois. Alors, on était 6 heures du matin. à 6 h du matin. Oui, Tai Chi. Oui, c'est ça, Tai Chi. Alors, on était là avec le Dantec, etc. Et on regardait ça. Et le Dantec m'a pris le bras et m'a dit « Cette fois-ci, on ne se trompe pas. » Fin du voyage en Chine et maintenant on retourne en France et les choses se compliquent. Pas vraiment. Pas vraiment, elles se compliquent pas vraiment. C'est-à-dire que je lance le mouvement d'établissement. Le mouvement de rectification d'abord, de l'UJCML, comme on le disait à l'époque. C'est-à-dire que je décrète que les étudiants ne doivent pas rester entre eux, mais aller se mêler au peuple, dans les usines, comme travailleurs. Et bon, c'est ce qu'on fait. En rentrant de Chine, la GP est créée déjà à ce moment-là? Non, pas du tout. C'est l'UJCML, qui a été créé 1 an et demi avant, au colloque, au congrès d'Andrézy. Bon. C'est-à-dire qu'on a organisé une scission de l'UEC et on est parti avec un certain nombre de militants, plusieurs centaines, à Nancy, à Paris, ailleurs. Bon. Et ce sont ces militants-là qu'on envoie s'établir en usine à notre retour du voyage de Chine. Alors il y a eu des établissements intéressants, des gars qui sont allés sur des chantiers, sur les docks, un peu partout dans des usines, Flins-sans-Fin par exemple. Il y a eu pas mal de témoignages publiés par la suite. Dubos, Nicolas Dubos, je ne sais pas si tu vois. Il a écrit un livre qui s'appelle Flins-sans-Fin, qui est un beau livre. Leslie Kaplan, l'excès d'usine. Elle s'est connue. Leslie Kaplan, oui. Bon, et d'autres. Usine de charcuterie. Non. 15 jours à vélo, non. À trimballer du. Mais ce qui est important, c'est les gens qui s'établissent vraiment. C'est-à-dire qui restent plusieurs mois, voire plusieurs années en usine. Et il y en a. Il y en a qui sont restés presque toute leur vie. Bon, moi, mon établissement, je l'ai raconté dans l'établi, donc c'est pas la peine que je revienne dessus. Mais ton établissement, c'était plus tard, toi? Non. C'est à ce moment-là? C'était à mon retour de Chine. En 69. En 69, ouais. Après l'éclatement de l'UJCML, qui a éclaté dans des circonstances assez difficiles pour moi, parce que pendant les événements de mai, au début des événements de mai, je tenais une séance permanente à l'école normale supérieure, jour et nuit, en essayant de dissuader mes petits camarades d'aller sur les barricades, en leur disant que c'était un complot social-démocrate, etc., pour empêcher que la contestation gagne les usines. Et effectivement, au bout de 3 semaines, les usines sont entrées dans la bagarre, mais moi, à ce moment-là, j'étais complètement épuisé et on m'a fait une cure de sommeil. Ce qui fait que j'ai passé le reste de mes 68 dans un hôpital.
psy. Bon. Au retour, j'étais décomposé et je me suis embauché presque aussitôt à Citroën Choisy. Ce que je raconte dans ma famille. J'étais militante avant les mouvements gauchistes. Déjà, je faisais partie de l'UEC avec une tendance... Alors l'UEC, c'est pour ceux qui ne savent pas... Union des étudiants voilà. communistes. Et il y avait plein de tendances à l'UEC. Moi, je faisais partie déjà des pro-Mao. Je ne sais pas pourquoi, il y en avait... Ils étaient minoritaires, donc je me suis mis là-dedans. Enfin bref, il y avait ça, il y avait les mouvements antifascistes et pour la fin de la guerre d'Algérie auquel j'ai participé. Et puis ensuite, un congrès de l'UEC, j'ai rencontré Robert Leinart. Alors eux, la bande, c'était Rancière, Milner, Miller, voilà, c'était la bande d'Althusser. Il descend, on dit on descend, il descendait d'Ulm. Et ils ont fait... Ulm, non, Normal Sup, pour ceux qui ne font pas le rapprochement. Sup, avec le professeur principal de philo qui les a beaucoup influencés, c'est Louis Althusser, bien sûr. Et donc, on écoutait Robert Leinart, et moi dans la salle, et on se disait, mais de quoi il parle? Enfin, c'était le marxisme-léninisme, c'était très théorique, très beau, très beau. Moi, je trouvais ça très beau. Je ne comprenais pas tout ce qu'il racontait, mais brillantissime. Robert a marqué les mémoires pour ceux qui l'ont connu comme quelqu'un de brillantissime. Il a pu faire pas mal de choses comme ça. Et donc, moi, j'ai été fascinée. D'autres se demandaient ce qui c'était. Et bon, je passe et donc, finalement, j'ai vécu, enfin, je me suis mariée avec Robert. Et oui, parce qu'on avait une petite fille, on a eu un bébé entre autres, donc, en 66. Il n'y avait pas beaucoup de gauchistes qui avaient des bébés à cette époque-là. Surtout que j'étais très jeune. Bon, et donc, on a d'abord fait un journal qui s'appelait... Alors, oui, Robert au début voulait un peu manipuler l'UEC pour prendre des gens de l'UEC pour former une autre organisation. Et en fait, il a été expulsé par le PC. Alors cette fois-ci, le PC a repris en main l'UEC et l'a expulsé. Donc il a fait un groupe qui s'appelait l'UJCML, l'Union des jeunesses communistes, marxistes, léninistes. L'UJCML, qui était le premier mouvement qu'on a formé. Et l'UJCML, donc, était très imprégné de la pensée, pas de Mao, mais d'Althusser surtout. Et c'était assez théorique, il faut dire, tout ce qu'on faisait. Dans l'ordre du militantisme, c'était plutôt tourné. Là encore, on a fait des comités de quartier contre la guerre, les Américains, la guerre du Vietnam. Et là, on a fait les premiers comités de quartier. Mais au niveau militantisme, c'était à peu près tout. Et puis en 67, là je vais assez vite, oui, en 67, on te posera des questions après. On a fait un groupe de travail où des gens, des militants comme moi, on allait un peu partout en France pour travailler, recueillir en principe les paroles des masses, enfin bon, c'était un peu compliqué, et puis théoriser un certain nombre de concepts. Moi, je me souviens qu'on m'avait filé la rente foncière de Marx à mettre sur et donc, moi, j'étais à Sardan. Sardan, c'est un petit bled, c'est assez amusant parce que un des militants qui a beaucoup milité avec nous, c'était Olivier de Sardan. Le village avait son nom. Et Olivier de Sardan, quand il s'est établi c'était à Renault, oui. Il s'est établi à Renault, il n'a pas dit qu'il s'appelait de quelque chose, bien sûr. Hein, c'était comme Choiseul-Pralin, il n'a pas dit qu'il s'appelait descendance de Louis XV, il n'a pas pu dire non plus le de ou de qui il descendait. Donc, j'étais là dans le sud, et j'entends parler qu'il y avait une grève à Périers,
qui était juste à côté, l'usine Perrier. Et il distribuait des tracts sur la plage. J'ai foncé, il y avait des tracts, grève générale, à Perrier, patati patata. Et je me suis dit, il faut que j'aille voir le mec qui s'appelait Jean Domas. Il s'appelle toujours, j'espère. Et donc j'ai été le voir et je lui ai dit, voilà, militante, servir le peuple. Ah oui, on avait un journal qui s'appelait Servir le peuple à cette époque-là. Et alors, je lui ai dit, nous, si vous me racontez, on peut faire quelque chose dans notre journal. Bravo, bravo, me dit-il. Il était à la CGT, mais il me dit, les 800 ouvriers qui sont là sont à la CGT. Bon, moi je dis Les 800 ouvriers en grève. en grève, ils étaient en grève. Et donc, vite, j'envoie ça à Paris, j'ai le journal, Servir le peuple. Il me dit, tu en commandes 800 exemplaires pour nous, déjà. Je retourne voir et je lui dis, il n'y avait pas encore Mao comme la cause du peuple et tout ça, mais bon, il fallait quand même que je lui dise qu'on était contre le PC, la CGT. Oui, il y a un point quand même important qu'il faut comprendre, c'est qu'à l'époque, la scission, entre autres, UJCML, PC, etc., et les raisons pour lesquelles Robert et d'autres étaient en très mauvais rapport avec le PCF, c'était le conflit entre la Chine et l'Union soviétique à l'époque. Hein. Donc il y avait, c'était ça qui, les tenants du maoïsme s'opposaient à la ligne générale du PCF, parce que le PCF, lui, était toujours resté rigoureusement sur la ligne soviétique russe. Oui. Tu as raison de mettre ça, parce que pendant que moi j'étais donc à Sardon... Mais c'était l'époque de la révolution culturelle, voilà, pardonnez-moi, qui avait un gros impact essentiellement sur les intellectuels de la petite bourgeoisie, comme vient de le raconter Nicole. D'ailleurs, Robert, plus, avec qui il était Christian Jambet, enfin un certain nombre, ils étaient 5 du bureau national de l'UJCML, avaient été invités en Chine. Et donc c'était pendant la révolution culturelle. Avait été reçu, pas par Mao, mais enfin ils étaient restés quand même. J'étais fascinée quand ils sont, surtout Robert quand il est rentré de. Donc on avait quand même un poids pour que les Chinois nous invitent là-bas. Bon, je reviens à mon usine Perrier et donc. Je vais voir Jean avec mes journaux et je lui dis, je t'ai caché, enfin bon, quelque chose, figure-toi qu'on n'est pas vraiment dans la ligne de la CGT et tout ça. Il me dit, c'est pas grave, moi je suis pro-albanais. J'étais assez... Les Albanais qui étaient pro-chinois à l'époque. À cette époque. Il faut dire que j'étais assez surprise. Je dis, ah bon, bah, écoute, ça tombe bien, parce que la Chine, bah, ils sont copains avec les Albanais. Ah oui, oui, mais c'est génial, patati patata. Et on a eu des discussions comme ça ensuite. Et c'est lui, en fait, qui m'a dit ce qui serait bien si des intellectuels comme toi, une petite intellectuelle, venez travailler pour continuer le boulot, les discussions qu'on a eues, venez travailler avec nous en usine, en se présentant comme ouvrier, bien sûr. Et donc, pouf, 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 là ça a tourné dans ma tête, et c'est là, je l'ai nommé ensuite dans les écrits l'usine numéro 1, et pour moi est né ici, à Vergès, donc en 67, l'établissement, l'idée de l'établissement. Et quand Robert est rentré de Chine, je lui ai parlé tout de suite de ça, en disant ce qu'il faut maintenant, on arrête nos fiches, machin, truc, et ce qu'il faut, c'est lancer un mouvement pour aller s'établir dans les usines, pas comme les trotskistes, hein. Attention, c'était pas pour faire de l'entrisme dans la CGT et tout ça. En gros, c'était pour faire une agitation et ensuite que les ouvriers la reprennent. Hein. Donc, lui a tout de suite été pour. On rentre à Paris, il y avait une assemblée générale où il y avait Benny Lévy, bien sûr, avec son groupe qui venait de Normandie ou je sais pas quoi. Et c'était une réunion de bilan. Qu'est-ce que vous avez fait? Alors il y en a un ou deux groupes qui prennent la parole et Robert dit tout de suite Nicole va vous dire quelque chose. Bon, et donc je propose ça. Benny s'y oppose résolument.
Ils ont qu'est-ce que c'est que cette idée Bon, enfin bref, Benny Lévy, lui, était beaucoup plus dans le théorique, etc. Soulignons d'ailleurs qu'il ne s'est jamais établi, qu'il n'a jamais été à une manif. Bon, il a été dirigeant après Robert. Robert est intervenu, pouf, et donc l'établissement a été décidé. J'étais la première établie, en fait, en décembre 67 et début 68, chez Géo, une usine de charcuterie au Kremlin-Bicêtre. Vraiment OS, hein. OS, femmes, émigrées. Il y avait 30% de renouvellement. Donc j'étais embauchée pas facilement, parce que je suis toute petite, je suis pas forte. Et ils voulaient pour les chaînes ou pour le boulot. Je dis que j'étais une fille d'épicier, que je portais des kilos de trucs. Bon, elle est finie par être embauchée. Et donc, ça c'était... Et donc, j'ai commencé mon agitation par des petits groupes. Moi, j'étais surtout avec des femmes et des immigrés, dans ce qu'on appelait le sous-sol. On avait des caddies, enfin, je ne peux pas assez raconter dans les bouquins. Et donc j'ai fait une petite action pour démontrer que les primes ne valaient rien du tout dans cette usine, qu'on nous faisait courir pour avoir des primes supplémentaires, et qui nous faisait courir et qui ne nous rapportait rien, en faisant quelques calculs très simples. J'avais été repérée, profitant que je m'étais fait une entorse, je ne sais pas quoi, un tour de rein, on m'a vidé de cette usine. Donc je cherche un nouveau boulot d'établissement et je trouve c'est par les NMPP en fait, la CGT du Livre, mais qui était noyautée par des groupes un peu plus gauchistes, qui me font, en fait c'est la CGT qui m'a embauché au NMPP. C'est les presses, vous connaissez. C'est les messageries qui distribuaient la presse. Bon. Il s'est passé beaucoup de choses depuis, mais en gros, le boulot consistait à emballer les paquets de journaux. Voilà, c'est ça, les paquets de journaux. Et qui étaient ensuite livrés. À l'époque, tu étais étudiante en pharmacie. J'avais mon diplôme. Voilà. Tu avais ton diplôme de pharmacie. D'ailleurs, quand ils m'ont visité de Géo, ils m'ont dit « Ah, Nicole Linhart, vous nous avez raconté des histoires. Vous êtes diplômé, vous vivez dans un bel appartement du 13e, vous avez... Bon, bref. Et ce qui n'était pas faux. Ce qui était vrai, tout à fait vrai. Mais on était tous, quand on s'établissait, on racontait tous des histoires. On n'allait pas dire « je suis le fils de... » Oui, mais c'était pour... Là, je pense que tout le monde l'aura compris, et c'est évidemment pour ça que j'ai sollicité le témoignage de Nicole, c'était pour la bonne cause. La bonne cause du peuple, notamment, mais sans mauvais jeu de mots. Le mouvement, ah oui, non mais quand même, le mouvement de 68, un mot sur Robert, a débuté, vous connaissez tous. Et puis, moi, je voyais dans mon... Avant qu'ils se mettent en grève, les NMPP, je voyais les ouvriers passionnés qui allaient aux manifs, qui revenaient avec des bandages... Voilà, et quand Robert a dit que c'était un mouvement petit bourgeois, simplement les étudiants, j'étais intervenue, c'est ce que vous racontez dans le livre, j'étais intervenue, et il avait mis l'étudiant là qui écoutait Robert. Je lui ai dit non Robert, c'est pas ça, moi je travaille avec des ouvriers, d'abord ils lisent les journaux encore plus que toi, et puis ils vont aux manifs, ils se battent, ils lancent des pavés comme tout le monde. Et il m'a dit dehors. Dehors. Et Bénière. Et alors la gauche prolétarienne, les relations, l'arrivée de Benny Lévy à la tête de l'organisation, la suite des événements, est-ce que tu as envie d'en dire quelque chose? Oui, un peu, oui. Benny Lévy crevait d'envie depuis le début d'être difficile à la tête du dire. Et quand je me suis effondré, il a saisi l'occasion et il a pris le pouvoir. Et avec des orientations qui lui étaient propres? Oui, dans une certaine mesure. C'est-à-dire qu'il prétendait un certain nombre de choses qu'il n'appliquait pas lui-même. Parce que, soi-disant, il était réfugié politique égyptien, etc. Donc il ne pouvait pas
s'impliquer lui-même, etc. C'est très, très fallacieux comme argumentation et comme position. Bon, donc, mais c'était un type qui était très, sinon astucieux, mais il avait une espèce de façon de parler, d'enjoliver les choses, de se frotter les mains comme un marchand du Moyen-Orient, enfin bon, je ne sais pas quoi dire, mais il y avait un côté pas net. Bon, enfin. Ça va lui permettre quand même de séduire Sartre, Oui, quelques temps après, tout à fait, tout à fait. et Ça, d'accélérer Tout à fait. le décès intellectuel prématuré de Sartre, à Tout mon à fait, avis aussi. absolument, tout à fait. Oui. C'est mon avis. Alors, l'aventure de la GP à ce moment-là, Alors, donc, Luigi Éclatant a donné plusieurs morceaux, dont Ligne Rouge, etc. Non, pas VLR. laisse-le raconter. Dont Ligne Rouge et d'autres. Et parmi ces groupes issus de l'UJCML, il y avait un groupe minoritaire qui était la gauche prolétarienne, qui pouvait représenter 20% du total des militants de l'UJ. Bon, mais avec il y avait une espèce de force dans la GP, dans la gauche prolétarienne. C'était le fait d'avoir récupéré presque tous les établis. Par exemple, Jean-Paul Cruz et d'autres, etc. Dont moi, évidemment. Et on a créé 2 journaux successivement, La Cause du Peuple. Notre journal de l'UJ, c'était Servir le Peuple, qui doit se trouver encore dans les archives, quelque part. Il y avait dedans un grand rapport de moi au colloque d'Andrézy, au congrès d'Andrézy, fondateur de l'UJ. Bon. Et la GP a créé 2 journaux, La Cause du Peuple, qui a été dirigé par moi pendant un certain temps, enfin pendant presque tout le temps. Et J'accuse. J'accuse, c'est une création de Béni Lévy pour tenter de limiter mon influence. Bon. C'est quelle année ça à peu près? C'était en 71, oui, par là. Voilà. C'est là y compris que Sartre intervient et beaucoup d'autres, Bien sûr, y bien compris sûr. Julie et compagnie. Tout à fait. Tout à fait. Sartre et tous les intellectuels vendaient. C'est-à-dire que le premier directeur de la Cause du Peuple a été Le Dantec. Il a été mis en tôle par De Gaulle. Le deuxième a été Le Brick. Il a été mis en tôle par De Gaulle. Et du coup, Sartre s'est proposé à être directeur de la Cause du Peuple. Là, c'était difficile de le mettre en tôle. Absolument. De Gaulle a dit on ne met pas Voltaire en tôle. Oui. Terminé. Donc, et il y avait des ventes à la criée de la Cause du Peuple un peu partout. Il y a des photos avec Oui, on Simone a les Beauvoir, photos, tout ça, oui. etc. Jean-Luc Godard, Truffaut. Entre parenthèses, je ne sais pas si tu te souviens, j'évoque ça parce que c'est l'actualité, c'était la première loi anti-casseurs à ce moment-là. Oui, Oui. tout Tu à te souviens? fait. Tout à fait. Bref. Alors donc, à ce moment-là, À ce moment-là, je fais mon service militaire. C'est encore toute une histoire. Parce que
j'aurais pu naturellement, avec mon passé psy, me faire réformer. Ou faire la coopération. Mais non, me faire réformer, tout simplement, comme beaucoup de gens, comme beaucoup. Mais ceux qui... Oui, bien sûr, y compris moi, par exemple. Mais... Et alors moi, j'ai jugé bon de le faire, mon service militaire. Donc je l'ai fait au 501e régiment de chars de combat de Rambouillet. Et je me souviens de quelques événements un peu marquants. Je l'ai fait donc en 70-11. Non, c'est ça, ou 11. Pierre venait de naître, oui. Oui, c'est ça. Bon. C'était bébé, 70. 70-11. Et alors, je me souviens d'un truc marquant, c'est que j'ai organisé un sabotage d'un rallye de fin de stage à l'intérieur de la caserne. C'est du propre. Oui, comme tu dis. C'est-à-dire que il nous avait sucré la perme de fin de stage, je ne sais plus pour quel motif. Et du coup, j'ai décidé mes camarades, et néanmoins amis, que la fin de stage intervenait après les classes. Les classes, c'était un mois pendant lequel on était interdit de sortir de la caverne. Et c'est le mois d'ailleurs pendant lequel j'ai fait Pierre. Je faisais le mur tous les jours. Il y avait des copains qui m'attendaient dehors, et puis voilà. C'est bien. C'est pas un mauvais souvenir. Tu étais encore actif politiquement pendant que tu es... Oui. J'étais dans les organismes de direction de la GLP. Et bon, j'ai rédigé un texte pour les temps modernes sur le service militaire, sur l'armée, etc. Et j'ai fait aussi des grands articles pour la cause du peuple, aussi sur le service militaire, sur les méthodes de répression intérieure de l'armée. Donc, il nous avait, à la suite de je ne sais quelle connerie, il nous avait sucré la perme de fin de classe. Il y avait un adjudant qui était complètement cinglé, un ancien de BNC par exemple, qui prétendait, enfin, guerre du Vietnam, d'Indochine. On avait un lieutenant aussi qui était complètement fou, qui se baladait avec une cravache comme ça. Parce que c'était la cavalerie, les chars. C'est un régiment de chars, 501e régiment de chars de combat. C'est le régiment. Ils avaient donc fait, s'ils avaient fait l'Indochine, ils avaient probablement fait aussi l'Algérie. Oui, ouais. Évidemment. Alors lui, le juteux, il était complètement fou, et le lieutenant aussi. Bon. Alors, il nous avait sucré la perme de fin de classe, et du coup, j'ai organisé une réunion des camarades en proposant de saboter le rallye de fin de classe. C'est-à-dire, il donnait une petite médaille à l'équipe qui gagnerait le rallye, et je proposais qu'on se cotise pour acheter une bouteille de whisky pour l'équipe qui arriverait dernière. Alors, ça a été absolument épique. C'est-à-dire que quand il y avait une séance de tir, alors aucune balle dans la cible. Aucune. Oui, parce que c'était pour gagner la bouteille de whisky, il oui, fallait faire de l'antisel. Absolument, absolument. Alors, la course à pied, les gars trottinaient en faisant semblant de s'être blessés au pied, enfin des trucs comme ça. Bon, ils ne nous ont pas donné la perme de 20 classes, mais moi j'ai ramassé 15 jours de prison. Parce
que quelqu'un avait cafeté. Je n'ai pas compris. Tu sais, la prison à l'armée, c'est pas terrible. Il y a que tu fais l'exercice le jour et la nuit, tu dors en cellule. En cellule. Rien à foutre. Et alors, qu'est-ce qui se passe après? Tu en sors quand même de l'armée, tu n'as pas fait carrière là-dedans? Non, pas du tout. Je fais 1 an, dont un stage commando à Marche-du-Val, dans l'Est. Intéressant le stage commando. Toujours notre lieutenant cinglé, qui nous a fait un discours, c'était le 11 novembre, on était le 11 novembre à Marche-du-Val. Et on nous a fait un discours sur le thème, vous voyez cette colline, le 18e régiment de machin coloniaux, je sais pas quoi, etc., la prive aux Allemands. Mais, après qu'il l'ait pris, le 18e RC n'existait plus. C'est vraiment un bel exemple de connerie militaire. Bon, et après son petit discours, derrière vous, il y a une buvette, vous pouvez y aller. Repos. Bon, là, j'ai rien fait. Et à la fin de l'armée, quand tout le monde est parti, moi, ils m'ont gardé 15 jours de plus. Fin de mon service militaire. Tu ne pouvais plus se passer de toi. Bon, fin de ton service militaire. Ouais. Quelle année, là? On est en 73 71. 71 oui. 71. 71, Qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? Il se passe que... Tu es toujours à l'ENS? Non, non. Non, c'est fini l'ENS. Oui, c'est fini en 68. Et... Je suis entré en 64. Et... Non, 63 ou 64? Oui, tu as fait 5 ans. 63. J'ai fait 5 ans. Donc, après l'épisode militaire, donc libéré des obligations militaires, ayant terminé tes études, alors que la GP est passée sous le contrôle de Benny Lévy, et d'ailleurs a peut-être déjà disparu à ce moment-là, sinon je non, elle est en voie de liquidation. Ouais, en voie de liquidation. Benny Lévy lui-même va se transformer en gourou de Sartre, puis en rabbin, avec le soutien d'éminents nouveaux philosophes notamment, qu'on avait à l'époque. Et toi de ton côté? Moi de mon côté... Donc il y a eu beaucoup de choses. Il y avait le mouvement du 22 mars. J'ai un copain qui est un des fondateurs du 22 mars. Ah, qui est venu? Un des grands participants, Georges quand même, Georges Goldman. Et bon, et donc ce qu'il faut dire, c'est qu'à cette époque-là, Robert est tombé, il était maniaco-dépressif, et il a fait une crise maniaque due certainement à l'engouement. Enfin, je veux dire, vous voyez un peu, vous sortez de situations où il ne se passait rien, ni au niveau social, ni étudiant, ça ronronnait. Vous vous souvenez ce que Méry avait dit dans Le Monde, la France s'ennuie. Et certainement les jeunes comme nous, on s'ennuyait. Et ça a dû peser beaucoup de choses sur lui, et il est devenu très délirant, à tel point qu'à la fin, on ne rentre pas dans les détails, il n'a pas vu mai 68 parce qu'il a été en maison de repos, comme on dit. Oui, alors il est important là pour raccorder avec des figures historiques encore plus notoires que Robert, de rappeler qu'il n'était pas seul à Sainte-Anne, sous lithium. Et il avait un compère qui d'ailleurs l'avait précédé dans la névrose, et qui était encore beaucoup plus atteint et carrément psychopathe que lui, qui était tout simplement Althusser. Oui. On peut peut-être évoquer un petit peu brièvement les rapports de Robert avec Althusser, pas seulement les rapports de fréquentation commune des établissements psychiatriques, mais peut-être plus la genèse. Ils ont passé que tous les deux mai 68 à Sainte-Anne, quand même, faut le savoir.
Non, ce qu'il y a, c'est que moi aussi, d'ailleurs, j'étais fascinée. J'assistais à tous les séminaires à Ulm, d'Althusser, de Lacan, puisqu'il y a des portes ouvertes par Althusser. Et c'est vrai qu'il était très présent. Moi, j'adorais. Excusez-moi, c'est personnel. Hein. Et son élève préféré, c'était Robert. Hein, clair et net, Robert. Sinon, il y avait Macheret, Rancière, enfin tous La ces bande gens, des quatre. La bande des quatre qui ont fait aussi... Enfin, Macheret ne fait pas partie des quatre de lire Le Capital. Oui. Donc c'était ça, nos rapports avec Althusser. Enfin bon, on avait des rapports personnels en plus. Et Althusser a quand même mal fini, enfin surtout sa femme, Oui. puisqu'il l'a étranglée hein, quand même, Hélène. Oui. Donc ça c'était pour situer un petit peu le... Est-ce que tu voulais ajouter quelque chose qui te paraissait important comme témoignage? Moi je vais rajouter juste un très bref témoignage et après je vais poser des petites questions. Ça va être assez vite, Oui. Après on parlera plus. Comment s'est passée la gauche, comment est née la gauche prolétarienne? C'est que là encore, alors il y avait reprise par De Gaulle, c'était fini. Mais il y a eu de nouveau des groupes qui allaient essayer de voir ce qui s'était passé en province. Bon, on est rentré à Paris, il y a eu une réunion de bilan, où il y avait Robert, mais qui disait strictement rien. Et là, il y avait eu une révolte contre la direction, c'est-à-dire Robert Leinart, Benny Lévy, enfin... Il y a eu une révolte de tous les membres de l'UJCML. On peut dire que pratiquement tout le monde nous est tombé dessus à bras raccourcis. J'en ai giflé une d'ailleurs au passage, tellement c'était assez dur. Ça a donné naissance à VLR, entre autres au PCMLF. Il existait peut-être avant, mais il y a eu un groupe. Avant, oui, ils ont rejoint, enfin il y a eu... Et tout le monde s'est barré comme ça. Et alors, Robert n'étant pas là, c'est Benny Lévy qui a pris la direction et qui a fondé, lui, la gauche prolétarienne. Nous ont rejoint, et après je laisse, nous ont rejoint Serge Julie, Herta, la bande des rescapés du 22 mars, hein, Georges. Ils étaient au 22 mars, tout. Non, hein? c'est pas des rescapés. Quoi, c'était des gens qui venaient du 22 mars et qui ont rejoint les Marrons. Gesmar, il est venu Julie. Gesmar, Julie, oui, c'est ça. Enfin, parce qu'ils avaient sorti le livre Vers la guerre Ah oui, civile. Vers la guerre civile en Donc France. là, ouais. C'est ça, ils avaient sorti ce bouquin Vers la guerre civile en Donc France. ils ont rejoint la gauche prolétarienne. Ouais. Et donc il y a eu ce petit groupe, bon, mais c'était bien déjà, parce qu'au départ on était quand même... Et puis il y avait le groupe des lycéens. Alors ça c'était très important, il y avait eu un mouvement très fort dans les lycées, et on avait des lycéens quasiment staliniens, c'était vraiment... et très compétents, dont Christian Jandet, dont j'ai parlé. Et voilà comment est né. Alors, un dernier point, c'est que autant... Il y en a un sur lequel je t'ai interrogé après. Oui, c'est l'établissement, parce que Benny Lévy a relancé l'idée de l'établissement, entre autres après les actions et tout ça. Autant Robert et moi, notre idée, c'était aller dans les usines pour faire de l'agitation, hein, c'était clair et net, et pas rester... C'était les voies de la convergence à l'époque. Oui, Hein, oui, c'est ça. Autant c'était pas le Benny Lévy, c'était pas ça. C'était la transformation idéologique des petits bourgeois qui devaient tous aller en usine. Moi j'ai vu dans les réunions où ils disaient pourquoi toi tu y vas pas, pourquoi toi tu y vas pas. Enfin, alors qu'il fallait quand même le Pour décider. devenir des travailleurs, des oui, pour prolétaires. devenir et Fallait prolétariser les petits bourgeois. Les petits bourgeois. Donc c'était un changement auquel je me suis opposée, bien sûr, depuis le début. Voilà. Alors je voulais, on reviendra sur tout ça peut-être au fil de la discussion du débat. Je voulais citer deux noms quand même. Un qui a un rapport direct, tu vas tout de suite l'identifier avec la fin de la GP. On va même prétendre à l'époque la fin du gauchisme. C'est Pierre Auvernet. Ouais. Un autre, beaucoup moins connu, qui est Marc Lanvin. Alors je sais pas si toi tu le connais, ça ne m'étonne pas. La plupart du temps, les gens ont beaucoup entendu parler de Pierre Auvernet, très peu de Marc Lanvin. Donc, sur Pierre Auvernet,
Oui. Et son rapport à la GP, ce que tu peux en dire, il y a toutes sortes de... En résumé, ton point de vue. Ah non, ça c'est dur. Vous connaissez quand même l'histoire de Pierre Auvernais. On peut rappeler brièvement. Il y a eu un établissement des Mao assez important à Renault. Et c'est bien ça, c'était à Renault que ça s'est passé. Oui. Excusez-moi, je perds la mémoire avec tout ça. Bien encore. Et donc, il y a eu, qu'est-ce qu'il y a eu? Il y a eu une distribution de tracts à mal tourner. Bon, je vais prendre la parole derrière, mais j'évoque la fiche wiki, donc vous voyez, c'est le minimum syndical. Comment dire, il faut que je la prenne par le début quand même. Voilà. Circonstances. Peu après son licenciement par Renault, Pierre Auvernais participe à une action de la gauche prolétarienne à la sortie de l'usine de Billancourt, incitant les ouvriers à commémorer l'affaire de la station de métro Charonne. On ne va pas épiloguer là-dessus, de février 62. Dans un contexte de violence et de tension, il est... Alors ça c'est 72, hein, donc c'est 4 ans après. Mais si on cite volontiers Auvernais, c'est pour ça que je le convoque, parce que puisqu'il relevait de la gauche prolétarienne, parce qu'on considère que Auvernais, surtout son enterrement, c'est en même temps l'enterrement du gauchisme, et on va dire soi-disant de l'esprit 68 art. Donc, dans un contexte de violence et de tension, il est abattu par Jean-Antoine Tramoni, agent de sécurité de Renault, le 25 février 72, devant les grilles de l'avenue Émile Zola, alors qu'il cherchait à entrer dans l'usine avec un groupe de militants. L'événement eut lieu en présence de plusieurs personnes venues accompagner les maoïstes dans leurs opérations, dont le journaliste Claude-François Julien du Nouvel Obs, Christophe Chimel, photographe de l'APL, l'agence de presse Libération, que j'ai connu, qui prend des photographies, dont celle du meurtre. Il est enterré au cimetière du Père Lachaise. Donc, il y a toutes sortes de commentaires qui ont été faits sur Pierre Auvernais, etc. Ce qu'il faut rappeler aussi, c'est que l'enterrement de Pierre Auvernais, auquel j'ai assisté par un concours de circonstances, je ne vais pas... tout à fait fortuit, c'était un grand événement puisqu'on avait les grandes figures de l'époque qui étaient présentes, surtout Sartre. C'est la seule fois où j'ai vu Sartre, comme je vous vois, près du cercueil, etc. Dans la foule, Michel Foucault et à peu près tout le monde, on va dire. Voilà le contexte. Oui. Je te rends la parole. Pour un certain nombre de gens, dont moi, j'ai été complètement révoltée par ce type de violence. On avait fait des actions violentes avant. Mais rien ne s'était terminé dans un drame comme ça. Au contraire, on pourrait discuter, on n'est pas les Italiens, les Brigades Rouges ou autre chose. Oui, c'était pas les années de plomb en France. C'était pas... Et donc, nos actions n'ont jamais conduit à des choses pareilles. Et moi, ça a suffi pour moi, avec un autre événement, avant que personne ne cite. J'avais un ami qui habitait à côté de chez moi, Nicolas Boult, que des gens connaissent. Il avait participé à un magazine qui s'appelait L'Action. Il était prêtre ouvrier et il avait fait des trucs individuellement, mais il s'était embauché à Renault. Et il était dans le groupe des gens de Renault, avec des ouvriers qui avaient adhéré aussi à ce groupe, comme Pierre Auvernais. Et il avait... lui, il était contre la violence, tout ça était organisé par les Mao de l'usine. Il était contre, il avait subi une séance de critique. Bref, il s'est suicidé à la suite quand même de tout ça. Bon, pour moi, ça faisait trop, entre Auvernais et mon copain Nicolas. Et donc, j'ai été à une réunion où il y avait Béni Lévy, et puis on avait toute une série d'intellectuels autres encore, qui étaient tous, ça s'appelait le Secours Rouge d'ailleurs. Et là, j'ai dit que je partais, que j'étais absolument défavorable à tout ça, que Béni était un planqué, enfin je sais pas quoi. J'étais très remontée, et voilà. Et je crois pas être la seule dans cette histoire à être partie à ce moment-là. Et en ayant critiqué... Alors, je vais après l'effondrement de la GP, tout ça, etc., qui était presque dissoute, j'en ai eu marre, je me suis mis à la porte d'Orléans tout seul, et je suis parti vers le sud, comme beaucoup de gens. En stop? Oui, en stop. Ouais. Comme ça se pratiquait régulièrement à cette époque-là. Absolument.
Et bon, je descends en stop, plusieurs mecs me prennent, il n'y a pas de problème. Et j'atterris dans une région urbaine, qui me semble très belle. Et il y avait un village qui s'appelait Sumène, qui, même le nom me semblait beau parce qu'il évoquait Sumer, etc. C'est quel côté des Cévennes? Je connais un Le petit peu. sud. C'est du côté du Vigan. Oui, d'accord, je vois. Bon. Donc, il y avait un petit village qui s'appelait Sumène, près d'une ville qui s'appelle Ganges. Et le Gange, ça évoquait aussi les feux sacrés de l'Inde, etc. Enfin bon, plein de... Bon. Alors, j'étais tout seul et je vais à la place du village où il y avait un café chez François. J'engage la conversation avec des gens et je leur demande si par hasard il y avait quelque chose à louer pour l'été. Presque aussitôt, on me propose en effet une baraque. Un certain monsieur Brouat qui louait sa maison, enfin son mas, à 2 km ou 3 du centre de Sumène. Bon. Alors je le vois, on fait affaire assez vite, et du coup je remonte à Paris chercher Nicole et les enfants pour les amener là. Je les amène et il faut que je dise qu'entre-temps, j'avais eu une... J'étais en train de faire de la surchauffe et j'avais eu un long entretien avec Félix Guattari. Ah, c'est peut-être pas le meilleur moyen d'éviter la surchauffe. Non, sûrement pas. Au contraire. Oui. Sûrement pas. Sûrement pas. Alors voilà, c'était rue de Condé, là, enfin à côté du cinéma. Il était trop content de trouver un ex-Mao un peu en dérive. Et il m'a donné plein de conseils. Oula. Donc, un conseil. Alors, je lui ai dit que j'avais plein de fantasmes sadomaso. Ça a dû l'intéresser beaucoup, ça. Oui, genre cravache, machin, Ouais. collier de chien. Ça l'a passionné. Et il m'a donné le conseil d'essayer sur Nicole. Ah, Absolument. Je suis redescendu. c'était une thérapie... Interventionniste. Oui, oui. Vivez vos désirs. Oui, oui, ah bah oui, mais c'était l'époque, hein. Ah oui, Ah bah oui. absolument, Il faut aller jusqu'au bout, quoi. Tout à fait. Et sans entrave, évidemment. Tout à fait. Subjectivation à fond. Tout à fait. Alors voilà, je suis donc redescendu en stop parce que Nicole avait gardé notre voiture, une petite Simca rouge. C'est ça, hein, une Simca rouge. Une Simca, ouais. Rouge. Très important, tu en as reparlé, tu pouvais en reparler après à Guattari, et la Simca rouge, ça a dû beaucoup l'intéresser. Oui, oui. J'en ai pas reparlé après. Bon, et puis voilà, il y avait les enfants, donc. Pierre qui avait 2 ans et Virginie 6, qui dormait dans une chambre à côté de celle qu'on occupait nous. Et quand les enfants furent couchés, je déclarais à Nicole que j'avais eu Guattari qui m'avait conseillé de passer à l'acte. Oui, c'était les ordres, doctor's order, la prescription du médecin. Tout à fait. Alors au début, elle n'avait pas l'air contre, mais à mesure que ça s'est développé... Pour ceux qui ne peuvent pas voir, parce qu'elle est hors champ, elle lève les yeux au ciel quand même. Oui. Enfin bref. Alors cet épisode donc de cure d'application de l'ordonnance du docteur Guattari va avoir des conséquences fâcheuses. Absolument. Enfin, à l'aube,
On était épousés tous les deux. Elle a pris la Simca, elle est rentrée, elle a demandé le divorce. Oui. Hein? C'est pour ça qui s'est passé. T'as acheté des places pour qu'on revienne en avion. Tu nous as conduits à l'avion et Bonbon nous attendait. Ah bon? J'ai pas repris ma Simca du tout. Oui, non, mais la Simca, c'est très important dans l'ordre symbolique, à mon avis. C'est toi tu m'avais pris les clés de la voiture, je pouvais pas partir. Un jour, 3 semaines, un mois, tu es arrivé avec des places et tu nous as emmenés à l'aéroport. Enfin, ça, c'est pas le point. On a bien compris que la Simca rouge était le signifiant, on va dire. Mais que le résultat du signifié, c'est donc que tu divorces. Absolument. Et alors, à la fin, au tribunal, enfin, oui, c'est ça, Nicole m'a dit, sur le parvis du tribunal de Paris, il me faudra 10 hommes pour te remplacer. Alors, dans un texte que j'ai écrit, je dis, je lui souhaite de les avoir trouvés. Voilà, donc. Et à partir de ce moment-là, donc, tu vivais de quoi à ce moment-là? J'étais toujours... non. T'as oublié de nous le dire. Non, j'étais plus normalien, mais je m'étais embauché sur un chantier sur le chantier qui construisait le truc de transmission de l'égoile. Dans les Cévennes, donc. Dans les Cévennes, oui. Ouais. J'ai travaillé là 15 jours, 3 semaines. Et mon père est venu me dire que mon poste à Vincennes, à l'époque, Saint-Denis, tu avais après Normal Sup, tu avais engagé une carrière de prof à Vincennes. Tout à fait. On m'a pris tout de suite. C'était Châtelet qui était mon maître de cours. Enfin bon. Et bon, alors mon père est venu me dire que si j'abandonnais mon poste, la famille Miller allait le récupérer. Judith, qui dormait. Oui, parce que c'est peut-être l'occasion d'en parler. Tu as beaucoup fréquenté aussi bien Lacan que Miller, dont la famille. Donc Miller, pour ceux qui ne savent pas, était devenu le gendre de Lacan, et Judith était sa fille. Donc, oui, c'est peut-être l'occasion de rappeler ce contexte avant de nous raconter ce qui m'a l'air tout à fait intéressant, les circonstances dans lesquelles Miller se propose de reprendre ton poste à Vincennes. Ben oui, pour la famille, pour Judith. Alors du coup, mon sang n'a fait qu'un tour, et j'ai laissé tomber le chantier Sévenol. Je suis remonté à Paris pour prendre mon poste, pour ne pas l'abandonner à Judith Miller. À Judith, donc c'était Judith, Ben c'était oui. Judith qui devait reprendre le poste. Tu avais pourtant des rapports assez étroits et amicaux avec, non? Un peu de rivalité quand même. Oui, qui s'était espacé peut-être. Oui. À cause, pas à cause ni de Lacan. Ben non, il y avait différents trucs. C'est-à-dire qu'on avait créé les cahiers marxistes-léninistes. Lui, il avait créé les cahiers pour l'analyse. Là, tu parles de Miller, Oui, de Jacques-Alain Miller. absolument. J'ai créé le cahier pour l'analyse. Quand j'ai créé les cahiers marxistes-léninistes, j'étais assez conflictuel avec lui. Je me souviens d'une fois, il m'a dit « fume des becs ». Mais tu assistais à l'époque du séminaire quand il se donnait... non, Rien du tout. tu Jamais. n'étais pas là-dedans. Mais tu étais quand même assez proche de Miller. Au début, oui. Pas vraiment. Mais tu fréquentais un peu quand même Lacan et... Non. Non, pas du tout. Non, sinon au mariage de Jacques-Alain et de Judith, Par le biais de Miller uniquement. oui, où il était là, et il m'a dit, vous êtes Henri VIII. C'était du Lacan. Oui, je vais le dire, c'est du Lacan à décrypter. Et donc, revenons maintenant à l'époque où tu retournes à Vincennes
pour conserver ton poste et ne pas l'abandonner à Judith Miller-Lacan. Et que se passe-t-il à ce moment-là? Rien. De notable? Rien. Rien. Comme disait Louis XVI, oui, le 14 juillet. Sur son journal, rien. 1900. Ça dure un moment, ce rien? 1789. Ouais. Rien. Et ce rien, il dure un petit moment? Qu'est-ce qui... Oui. Après tout ce qu'on avait fait, comme machin, truc. Non, après ce que j'ai fait de notable, c'est mon livre sur Lénine et Président Taylor, qui était ma thèse de doctorat, faite sous la direction de Châtelet. Il m'a fichu une paix royale. D'ailleurs, j'ai toujours eu de la chance avec mes directeurs de travaux. Par exemple, Raymond Aron dirigeait un travail que j'avais fait sur Boukharine. Tiens, c'est... Oui, tout à fait. C'est Althusser. Dans quel contexte, ça? C'est Althusser qui m'avait envoyé à lui. En me disant, tu verras, il est sympa, il ne te fera pas chier. En effet, il ne m'a pas fait chier. Mais c'est dans quel cadre cette thèse? C'était à Ron, donc c'était pas le HESS, c'était à la Sorbonne à l'époque. C'était à la Sorbonne. Et donc, thèse avec Châtelet. Châtelet, c'était à Paris 8, sur Lénine et Président Taylor, le livre, que j'ai amené au moment de la soutenance de thèse, à l'époque. Ça ne posait aucun problème. Bon. Il était déjà imprimé et tout, tu vois. Maintenant, je crois que ça ne se fait plus. Bon, je ne suis pas trop spécialisé, n'ayant jamais rien eu à voir avec le milieu universitaire, mais je ne crois pas que ça se fasse, ça. Oui. Mais à l'époque, ça se fait plus. Oui, ça se faisait. On fait le livre après, en général. Oui, c'est ça. On ne fait pas avant. Ah oui. Le livre il est paru en 76. Non, oui, 76. Non. Si, 76. En 18, l'établi. Et en 80, le sucre et la fin. On a parlé l'autre jour des 4 articles que tu as écrits et publiés en 30 ans, dont un, justement, tu avais appelé Jam, Oui. Allusion en franglais à la confiture. Absolument, tout à fait. Et c'était Jacques-Alain Miller. Tout à fait. Tu veux nous en dire 2 mots? Oh, j'avais pris un coup de sang en lisant une défense de Juppé qu'il avait écrite. Oui, on oublie beaucoup les exploits passés, multiples et parfois apparemment paradoxaux de Jacques-Alain Miller. Oui, absolument. Oui. Donc il avait fait une défense de Juppé. Tout à fait. Un grand article dans le Monde, complètement alambiqué. C'était quoi, au moment où Juppé était Premier ministre? Non, c'était au moment où il y avait des ennuis pour son appartement conventien, etc. Ah bon? Tu te souviens de ça? Non, j'ai un peu oublié cette affaire-là. Une affaire de corruption, en fait. Il s'était fait attribuer un HLM par la ville de Paris. Oui. Il est un HLM de grand luxe, avec du marbre, des trucs comme ça. C'était l'époque où il était le meilleur d'entre nous, comme disait Chirac. C'est ça. Et Miller prend sa défense. Oui, tout à fait. Le doigt de, je sais pas quoi, quand le sage montre la lune, Oui. l'idiot regarde le doigt. Oui, c'est ça. Oui. Sagesse chinoise. C'est ça. C'était ce qui lui restait de son époque Mao. Oui, absolument. Alors j'avais fait un papier assez violent dans Le Monde, en première page, au Jam. Ça n'a pas réchauffé vos relations? Sûrement pas, non. Enfin, je peux te le passer d'ailleurs. Ça m'intéresse. Oui, je l'ai sûrement quelque part. Je le retrouverai. En ce moment, je suis en train de faire du rangement chez moi et je retrouve plein de papiers. Et alors, bon, on revient donc à l'époque du rien.
tu vas poursuivre après Vincennes, donc évidemment, je ne sais plus où c'est passé, c'est Saint-Denis, c'est Saint-Denis après? Absolument. Où j'ai fait toute ma carrière, comme on dit. Donc d'enseignant du supérieur. Oui. Tu enseignais quoi déjà? La sociologie au département de philosophie. J'avais 2 unités de valeur. L'une sur l'organisation du travail industriel, Taylor, Ford et compagnie. La deuxième sur l'économie du tiers-monde. Mozambique, Algérie, Brésil, etc., tous les pays où j'étais allé. Bon, je me cassais pas beaucoup la tête, c'est-à-dire que j'allais une fois par semaine. J'avais un public un peu clairsemé, mais toujours sympathique, avec des Boliviens, des Vietnamiens, n'importe quoi. Enfin, qui parlaient à peine français souvent, une fois parfois. Et puis je leur faisais au début un exposé, qui était toujours le même d'année en année. Et après, je leur demandais d'en faire un, choisi dans une bibliographie, de leur distribuer. Bon, c'est comme ça que marchait mon budget, unité de valeur. Alors, ma bibliographie était pas mal. Il y avait pas mal de choses. Sur l'Afrique du Mont, par exemple, l'Afrique Nord est mal partie, etc. Mais pendant toute cette période, tu disparais des radars de la vie, je dirais, des radicaux, des intellectuels, quelle que soit la manière. Je ne peux pas parler de contestataires, évidemment, c'était déjà dépassé. Tu n'y es plus revenu. Non. Et tu te tiens à distance. Il y avait quand même pourtant du beau monde, aussi bien à Vincennes que par la suite à Saint-Denis, etc. Mais tu les fréquentes pas du tout, et eux non plus. Non, il y avait Deleuze, Lyotard, Châtelet, évidemment, avant qu'il meure. Bon, il y avait du monde. Tu n'as jamais eu de rapport avec Badiou à ce moment-là ou avant? Jamais. Et c'était complètement distinct, son groupe de maoïstes d'avec l'AGP. Bah oui, non, mais en plus, son groupe de maoïstes, c'est vraiment des maoïstes en peau de lapin, c'est rien du tout. C'est rien du tout, mais il n'existait pas. On a parlé de Jam, là, de Miller. Oui. Les 3 autres, c'était quoi? Bah, c'était des articles sur l'Alentejo. Sur l'Alentejo, la réforme agraire dans l'Alentejo. Oui. Parce que naturellement, comme tous les révolutionnaires de France et de Navarre, quand il y a eu la révolution des œillets, on s'est précipité. Oui, ça c'est un truc que les générations actuelles ont complètement zappé. Ils n'imaginent pas l'importance que ça a eu à l'époque. Absolument. Alors en 75, c'est là d'ailleurs que j'ai rencontré ma deuxième femme, brésilienne, à Évora, dans la ligne Tejo. Tu publies ça où? Dans l'eBay. C'est Dominique Pouchin qui me fait la transmission par un grand hôtel de Lisbonne. Alors, lui, il maîtrisait bien le truc, clavier, tout ça. Tu n'avais pas de rapport particulier d'amitié ou d'hostilité avec Julie, ou si? Oh non, j'étais pas pour. Oui, t'étais pas trop... Oui. Oh ben non. Ça m'aurait un peu surpris aussi, il faut bien dire. Non. Il n'était rien du tout. C'était moins que rien. Moins que rien, c'est encore quelque chose. Oui. C'est Raymond Devos. C'est presque le titre du bouquin que Zizek a publié dernièrement à propos de Hegel et Lacan, et qu'il était venu présenter ici. C'est assez rigolo d'ailleurs. Et au moins, on ne peut pas lui enlever ça. Alors donc ça c'est l'Alentejo, et donc à l'époque de la Révolution portugaise, la Révolution des œillets. On précipite un an après. C'était en 1974, en 1975 j'étais sur place, et en 1976 aussi. Et c'est là que j'ai rencontré ma deuxième femme, après le divorce de Nicole. Ana Maria, une révolutionnaire brésilienne,
réfugiée en Suisse parce qu'elle avait trop peur des chiens. Ah bon? Et que la dictature utilisait les chiens pour mordre les détenus, etc. Enfin, c'est ce qu'elle disait, quoi. L'article suivant. Tu publies rien d'autre après? Si, oui. Un article sur France Important. Hein? Un article sur France Important. Ah oui, dont on a parlé l'autre jour, oui. Un grand article d'une page sur la guérilla économique, un livre de France Important. C'est un mec très bien, France Important, qui est mort maintenant depuis 10 ans, ou 15 ans. Un type super qui était un banquier défroqué, qui était un peu partout dans le tiers-monde, aidé à lutter contre le sous-développement, la misère. Un sacré bonhomme. J'avais fait un grand texte sur la guérilla économique. J'avais fait aussi un texte sur Boyadzian, Charlie Boyadzian, mais dans le monde. Boyadzian, je vois pas qui c'est celui-là. C'est un type qui a écrit La nuit des machines. La nuit des machines. Dans une petite maison de munitions, je crois. Non, mais c'est un beau texte. Et ça parle de quoi? Du travail en 3-8 dans les usines, dans l'usine où il a été en particulier. À quel endroit? Je sais plus. C'est en France? Oui. Oui. Donc c'était la période où les 3-8 étaient encore oui, pratiqués couramment. Parce que le rien n'était pas complètement le vide. Et donc tu vis comme ça depuis cette période, et maintenant tu es à la retraite, oui. Je présume. Et, une bonne retraite. Oui. Un malien, ça va. On va me plaindre. La situation actuelle de l'état des rapports de force, les gilets jaunes évidemment, mais surtout comment évoluer en face de ça toute cette sociologie, toute cette classe sociale en fait, élite dirigeante, les clercs, comme disait Benda, dont tu as fait partie, et dont certains sont toujours présents d'ailleurs, que tu as connus. Pas de télévision depuis longtemps. Non mais enfin, c'est même sur internet et autres, mais je sais, oui. Alors sache qu'il y en a quelques-uns qui continuent de sévir, je parle évidemment pas même des guignols comme BHL ou Cohn-Bendit, devenus explicitement macronistes et autres, mais alors donc comme tu ne suis pas l'actualité, je ne sais pas si tu es très au fait des péripéties récentes, et si tu as quelque chose à en dire, mais tu as quand même peut-être entendu parler de ce qui se passait et qui a quand même secoué beaucoup les choses, et notamment la Macronie avec les gilets jaunes. Oui, bien sûr. Bof. Mais du coup, probablement, tu n'as pas d'idée, parce que moi, ce qui m'avait beaucoup intéressé, c'était, face à ce qui se passait à ce niveau-là, la réaction, justement, de toute l'appareil intellectuel. La réaction de panique du pouvoir, c'est incroyable. Et d'incompréhension totale de nos intellectuels patentés, qui se sont tous farcis d'un bouquin, d'articles, mais même de livres, pour nous expliquer ce que ces gens qui ne les avaient pas attendus pour se manifester, qui n'avaient pas du tout attendu qu'on leur explique ce qu'ils avaient à demander, ni comment ils avaient à s'organiser, leur ont donné une belle leçon et les ont complètement disqualifiés, esqualités. Alors voilà, c'est ça qui m'intéressait, comme tu en as connu quelques-uns pas mal, mais si à partir du moment où tu ne regardes absolument plus aucun des médias, évidemment, tu ne peux pas te rendre compte du décalage assez étonnant. Parce qu'il n'y a pas eu que la panique de la classe dirigeante, mais de la classe dirigeante au sens le plus large, c'est-à-dire en y incluant l'appareil médiatique, l'appareil idéologique d'État, comme disait ce bon Althusser, mais qui n'est plus du tout d'État, c'est-à-dire qu'il est beaucoup plus vaste, il englobe... On n'a pas parlé de Louis Althusser, pourtant... Ah ben ça, si tu veux en parler, on peut en parler, parce que comme tu sais peut-être, ou peut-être que Nicole te l'a dit, là, c'est un point de divergence totale, mais ça m'intéresse beaucoup de connaître ton témoignage sur Althusser, justement.
que tu as envie d'en dire. C'est un type formidable, mais bon... Je n'en parlerai pas là, parce que... Bon. Le soir tombe... Le soir tombe, voilà. Il faut tenter de vivre. Oui, alors, est-ce que tu veux... tu nous as livré une excellente conclusion la première fois, quand... à la fois symbolique et très évocatrice, quand vous êtes en train de voir les... Quand vous êtes convaincu avec le Dantec que cette fois vous n'êtes pas trompé. Alors quel jugement tu portes maintenant sur ce moment où vous considériez que vous ne vous étiez pas trompé cette fois-là? Je considère que nos évolutions ultérieures ont divergé considérablement. C'est le moins qu'on puisse dire. Oui. C'est-à-dire que le Dantec a écrit Les dangers du soleil, Jacques Breuil, le deuxième retour de Chine, etc. Que des trucs très critiques vis-à-vis de la Chine. Je n'étais pas du même avis. Et justement, la Chine sur ce qu'elle est aujourd'hui. C'est fabuleux. Donc toi, ton jugement est très positif. Bien sûr. C'est une gigantesque NEP, à mon avis, ce qui se passe là. C'est le développement du capitalisme sous la dictature du prolétariat. Énorme. On a fait beaucoup de soirées ici, de rencontres, sur ce sujet, qui est l'objet de beaucoup de controverses dans les milieux, on va dire, marxistes purs et durs, que tu commences à comprendre qui se retrouvent souvent ici. Et il y a un autre sujet qu'on a bien abordé, qui nous a fait d'ailleurs taxer de nid d'espion, c'est qu'on s'est beaucoup intéressé au cas de la Corée du Nord. Et avec des gens qui connaissent bien le sujet, puisqu'ils ont même été embastillés, le fameux énarque du Sénat, là, qui a été mis en garde à vue pendant 4 jours pour espionnage, intelligence avec l'ennemi, puisque par le biais de sa bonne connaissance des plans du jardin du Sénat, il allait permettre à Kim Jong-un d'envahir la France très prochainement. Donc, mais on s'est beaucoup intéressé justement à une comparaison sur le plan de l'organisation économique de ces deux pays, du caractère marxiste ou non marxiste, ou communiste ou non communiste, de ces deux formations sociales telles qu'elles ont évolué jusqu'à aujourd'hui. Est-ce que tu as, pour compléter ton jugement élogieux sur la gigantesque NEP à l'échelle du milliard de Chinois, qui, si je résume bien ta pensée, du milliard 500 millions. Du milliard 500 millions, oui. 600 millions, c'est plus, on ne compte plus. Donc toi, tu considères qu'il y a, qu'on est à la fois dans la suite logique historique, y compris d'un point de vue matérialiste historique de ce que du moment que tu as vécu, dont tu as été un peu le témoin, et qu'il n'y a pas de contradiction à ce niveau-là, oui. C'est ça que tu juges. Donc la Chine est bien toujours communiste, en voie en tout cas vers le communisme. Tout à fait. Donc ça va intéresser pas mal de monde, là, cette conclusion. Elle a acheté déjà la moitié de l'Afrique, le tiers de la Grande-Bretagne, le 8e de la France, etc. Bon, c'est intéressant quand même. Et comment tu recadres ça avec la gigantesque NEP? C'est ça. Développement du capitalisme sous la dictature du prolétariat. La définition de la NEP, d'après. Oui, mais enfin, en France, en tout cas, on ne peut pas dire que leurs acquisitions, quelles qu'elles soient, ou même en Angleterre, aient fait sentir tellement les effets de la dictature du prolétariat. Bon. Il faut voir ça en gros. En Afrique, par exemple, c'est énorme. Oui, mais encore une fois, l'impact des investissements et chinois est très important, mais il opère d'une part, enfin je ne suis pas là pour débattre particulièrement de ça, mais encore une fois, il y a quand même quelque chose qui paraît un petit peu
sinon contre-intuitif, en tout cas paradoxal dans ton affirmation, parce que certes, je connais très bien l'Afrique, hein, les Africains du Nord comme de l'Afrique subsaharienne sont assez reconnaissants aux Chinois de ne pas avoir du tout la même prétention de pouvoir colonial que les Occidentaux, mais on ne peut pas dire qu'ils les aient particulièrement orientés sur la dictature du prolétariat ou fait sentir que c'était ce qui s'exerçait chez eux dorénavant ou à court terme. Non, je ne sais pas. Je crois que le problème est assez complexe. Oui, bien sûr, donc on ne va pas le régler là maintenant.